Bonsoir à vous. Je vois avec plaisir que malgré le test d'orientation que nous avons fait avant la conférence, vous êtes nombreux à l'avoir réussi à être présents ce soir. Aujourd'hui, nous allons recevoir à la Florence Pire, qui est sociologue systématicienne. Elle est aussi improvisatrice, formatrice, coach et clown sous le nom de Daisy Croquette. Et nous allons, en fait, parce qu'elle a le don d'ubiquité, nous allons aussi accueillir Daisy Croquette. Et toutes les deux vont nous amener à nous interroger, à nous apporter un autre regard sur le monde du travail grâce à l'humour. Voilà, quand l'une ou l'autre est prête. Et voilà. L'équipe est au complet. J'adore. Enfin, tout le monde est venu. C'est pas tous les jours, hein. C'est pas tous les jours, hein. Donc déjà, félicitations, hein. Oui, parce qu'effectivement, pour arriver jusqu'ici, voilà. Donc, voilà. Très contente que vous soyez tous là. Donc à notre réunion. Donc, je suis votre manager. Et aujourd'hui, nous allons à notre réunion dédiée à la performance. Nous allons découvrir un nouveau process, une nouvelle procédure de travail envoyée par notre maison mère. Procédure, performance. Voilà. J'adore. Voilà, donc je découvre avec vous cette procédure, parce que la maison mère, elle nous surprend toujours, voilà, donc tout est dans la boîte. Alors voilà donc notre nouvelle procédure. Alors, comment mettre plus d'humour au travail? Voilà, procédure performance. Comment mettre plus d'humour au travail? Performance, procédure. D'abord, le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Raymond DeVos a affiché aux valves, à la machine à café et au réfectoire. On va voir encore qu'est-ce que c'est ça. Voilà, ici. Alors, petit problème technique. Alors, sourire en toutes circonstances. Donc vous êtes un petit peu fatigué, un peu. C'est sympathique, hein. La maison mère, ils sont créatifs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben dites donc. Commencer une réunion en détendant l'atmosphère. Bon, j'avoue que moi, ça me plaît bien. Parfois, les réunions, c'est un petit peu... Oui, on dit oui, mais on pense non. Alors, comment mettre plus d'humour au travail? Alors, donc, il y a du problème technique ici. Ok. Alors, ça c'est prendre du recul en toutes circonstances. On en a bien besoin, parce que quand on a le nez dans le guidon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le guidon. Vous pouvez faire des kilomètres avec ça,
Oh, mais c'est pas mal, hein. N'oublions pas, hein, parce que bon, hein, performance, procédure. Alors, imaginez 3 solutions loufoques face à un problème. Bon, j'ai pas de problème, moi. De toute façon, vous allez recevoir le même kit que moi, donc vous pourrez essayer. Oh, c'était beau, hein? Oh, regardez pour mettre sur le bureau. Oh, c'est mignon, ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pratiquer l'autodérision est une manière de s'aimer soi-même. L'autodérision. Il y a du... Pas très en ordre, hein, la procédure dans la boîte. Je prends un selfie de mon équipe et je la mets en fond d'écran de mon ordinateur. Mon équipe, hein. Cheese. Je vous le forward après, hein, évidemment, pour mettre que sur votre écran. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, regardez ça, c'est mignon. Oh, des post-it. Voilà. Hop, c'est quoi? À mettre sur la porte de mon bureau. Faire un distributeur de sourires. Des fois qu'on oublierait. C'est vrai, on tire tellement la tronche. Bienvenue, hein? Ça va? Oui, parce que la maison mère, je note, hein, quand même, que vous êtes un petit peu en retard. Qu'ils n'aiment pas trop, hein? Et en plus, vous mangez. Mais ça va, si vous partagez, il n'y a pas de problème. Parce que la maison mère, elle a oublié de penser au drink et tout ça. Enfin, bon. Alors. Qu'est-ce que c'est? Donner une touche de fantaisie aux communications internes. Allô? Ah, ça c'est... Ouais. C'est comme ça, c'est... Ah, je vous vois. Il y en a un deuxième qui est arrivé en retard. Hein. Mais il n'a pas de sandwich, lui. Alors, qu'est-ce que c'est? Poser un regard décalé sur les événements. Hop. Ah ben c'est pas mal, hein, dites donc. Du boulot, hein. Il n'y a pas d'étiquette. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a besoin de ça pour mettre plus d'humour au travail? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour mettre plus d'humour au travail? Vous avez une idée, vous? Pourtant, vous êtes délégué à la bonne humeur au travail, vous? Vous êtes... Ah, c'est vous qui avez élu? Bon, mais je sais pas, moi. Procédure, performance, procédure, performance, performance, quoi. Qu'est-ce que c'est à voir pour la performance, là? Oh là là. Oh, je ne sais pas, moi, hein. Bon, vous lirez ce que je vous ai envoyé, hein, pour le kit, hein. Vous aussi, vous pourrez mettre plus d'humour au travail. Si on y est tous, on va y arriver. Voilà, donc ce que je voulais vous demander, voilà, après cette petite expérience avec Daisy, dans quel état d'esprit, comme ça, dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Voilà, est-ce que là-dedans, il y a des termes qui... Okay. Il y a des termes qui correspondent à votre état d'esprit. Vous vous y retrouvez? Je l'avais pas vu. Voilà, et donc en fait, l'idée, si vous voulez, de Daisy, c'est d'amener tout ça, en tout cas, hein, que ça développe toute une série de choses que je vais évidemment développer au fur et à mesure. Et finalement, mettre de l'humour au travail, on pourrait comparer ça à mettre un peu de bulles d'oxygène
dans un quotidien qui est parfois qui est très rude, parfois. Hein, on peut voir ça comme étant aussi un peu l'école buissonnière, hein, mettre un peu d'humour au travail, ça peut avoir cet effet-là. Hein, pour ceux qui ont fait l'école buissonnière quand ils étaient jeunes, ils peuvent le faire encore quand ils sont au boulot. Ou aussi partir en vacances. Hein, l'humour, ça peut être un peu une vacance qu'on peut vivre à certains moments au boulot. Alors, le parcours de ce soir, donc, c'est partir donc, de l'expérience avec Daisy, hein, pour vous amener pour proposer des réflexions sur l'humour au travail. Hein, qu'est-ce que l'humour peut apporter dans un cadre où il y a plutôt des règles, des procédures, de la structure, de la hiérarchie. Hein, qu'est-ce que justement l'humour qui va être tout l'inverse, qui va plutôt être décalage, plaisir. Hein, donc comment ces deux mondes peuvent se rencontrer et si finalement l'humour contribuait vraiment au bien-être, aux interactions constructives et à la performance de l'organisation. Alors bon, tout à l'heure, je reviendrai un petit peu sur Daisy et on aura un temps d'échange aussi, de réflexion mutuelle, interactive. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu qui est dans la salle, hein, pour savoir un peu qui vous êtes. Alors, est-ce qu'on a des managers, des directeurs, des coordinateurs, des recteurs je vous invite à lever la main, ceux qui sont plutôt responsables. Voilà, il y en a. De toute façon, tout le monde aura l'occasion de lever la main. Donc, il y a plutôt des personnes qui vous avez avec vous, j'ai envie de dire, des équipes. Okay. Qui, parmi vous, est plutôt employé, ouvrier, qui n'est pas son propre maître, du coup je vous invite à lever la main. Voilà, il y en a un petit peu plus. Alors, on a peut-être des personnes qui sont indépendantes. Voilà, levez la main, ouais, voir un peu qui. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des étudiants aussi quelques-uns. Et je sais qu'on a des pensionnés, parce que j'en connais. Et vous ne levez pas la main, là, les copines de devant. Voilà, ça me permettait de voir un peu qui était là. Et ce qui m'intéresse aussi, donc vous êtes venu ici car le sujet vous intéresse ou parce que vous étiez obligés? Mes amis sont obligés d'être là. Ma maman et ses copines aussi. Alors, est-ce que certains parmi vous, vous pratiquez l'humour au boulot? Si c'est le cas. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne pratiquent pas du tout l'humour au boulot? Est-ce que, parmi ceux qui sont là, vous voulez mettre plus d'humour au boulot? Ou pas? Donc, à mon tour de me présenter un petit peu, donc Anne l'a fait un petit peu. Donc moi, ma démarche, c'est vraiment la rencontre entre deux parcours sérieux, si vous voulez. Il y a d'une part, oui, je suis sociologue, systémicienne. Je suis formée à l'approche neurocognitive et comportementale, je dirai un petit mot là-dessus tout à l'heure. Et par ailleurs, je suis improvisatrice et clown. Et donc moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est vraiment à la rencontre de ces deux parcours, proposer l'humour comme étant une occasion pour faire réfléchir un système, pour le nourrir, pour l'enrichir. Et donc, depuis 2002, donc, j'ai créé la SBL Expression, dans laquelle je développe d'une part des ateliers d'impro-théâtre pour développer tout ce qui est compétences relationnelles et intelligence collective. Et alors avec Daisy, par exemple, donc j'interviens dans des événements sérieux, donc colloques, journées d'études, groupes de travail, brainstorming, cours, pour apporter un autre regard sur des sujets sérieux. Donc vraiment, moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce que je fais. Et mon propos, il va être basé sur mes modestes expériences de la rencontre entre l'humour et le travail. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, si vous voulez, ce soir, comme ce que je fais d'ailleurs d'habitude dans mes interventions, c'est pas de dire qu'il faut faire comme ci ou comme ça, mais c'est d'amener à réfléchir. Alors, certains, ça va les nourrir plus, d'autres, moins. Ben voilà, j'accepte aussi le défi, parce qu'en créativité, on ne sait jamais ce qui va servir à quoi. Donc ça, c'est une phrase de Jacques Fradin, qui est donc le créateur de l'approche neurocognitive et comportementale. Donc dans le domaine de la créativité, on ne sait jamais ce qui va servir à quoi, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va produire. N'empêche que ça peut produire quelque chose. Donc moi, je pars de ce postulat-là, si vous voulez, que l'humour, dans le milieu où on ne l'attend pas, il peut produire quelque chose. Mais j'y reviendrai encore tout à l'heure. Et moi, ce qui m'intéresse de vous proposer comme définition, c'est plutôt l'humour comme étant un état d'esprit.
Ah oui, j'ai repris mon cerveau, merde, je voulais le garder avec moi. Voilà, mais le cerveau, c'est ça, c'est se mettre dans un état d'esprit plus souple, différent, et pas dans la rationalité. Donc, l'état d'esprit, c'est aussi quelque part notre capacité à prendre de la distance, à ne pas se prendre au sérieux, à relativiser. Et donc cet état d'esprit, dans lequel on peut se mettre grâce à l'humour, va avoir une influence sur la manière dont on ressent les choses, hein, nos ressentis, nos émotions. Ça va plutôt développer la gaieté, la joie. Merci. Voilà. C'est tout un... C'est pas n'importe quoi. Hein. Voilà. Et donc, le mode de pensée va avoir une influence sur nos émotions, sur nos humeurs, sur plutôt notre joie plutôt que de la tristesse. Et ça va aussi avoir une influence, ce mode de pensée, sur nos comportements, nos réactions, notre manière d'agir. Et donc, l'humour peut donc être une autre manière, si vous voulez, de réagir dans nos interactions, de réagir par rapport à nous-mêmes, comment nous nous voyons. Ça permet aussi de réagir avec l'autre, avec les autres, avec les collègues, avec la hiérarchie, et ça permet aussi à l'organisation elle-même, qui est finalement un être vivant aussi, hein, de réagir et d'interagir autrement. Donc l'humour peut toucher plusieurs niveaux. Alors l'humour, quand je disais, pour moi c'est mon invitation à la réflexion, c'est que c'est un état d'esprit. Alors c'est pas la même chose quand on dit quelqu'un qui est amusant. Quelqu'un qui est amusant, mais c'est quelqu'un qui va peut-être faire une bonne blague, on va rigoler à la bonne blague, voilà. On peut être amusant sans nécessairement avoir le sens de l'humour. Hein, on peut faire une bonne blague sans nécessairement avoir un état d'esprit dans ouvert, adaptatif, créatif. Donc, qui dit faire une bonne blague, c'est pas nécessairement avoir de l'humour. Donc, il y a une nuance qui est quand même importante. Et pour moi, l'humour au travail, c'est pas simplement aller faire une bonne blague à une réunion, quoi. Il y a derrière ça d'autres choses. Alors il y a, important à dire évidemment, il y a plusieurs formes d'humour. Il y a l'humour plutôt agressif, qui va plutôt être là pour blesser l'autre, hein, c'est ce qu'on appelle l'ironie. Hein, donc l'ironie, les personnes qui développent l'ironie, c'est pas nécessairement conscient, hein, mais ça a plutôt des effets, des conséquences pour blesser l'autre, pour le rabaisser, pour montrer qu'on est supérieur. Donc cet humour-là, on va plutôt l'éviter, évidemment. D'ailleurs, j'avais vu récemment un article sur le harcèlement dans les écoles. Hein, les jeunes qui harcèlent les autres jeunes, ils travaillent là-dessus, quoi, sur l'ironie, hein, pour blesser, pour rabaisser. Donc la personne, malheureusement, elle va se sentir pas bien. Hein, il y a des tragiques événements suite au harcèlement dans les écoles, parce que la personne peut se sentir blessée, humiliée, gênée, non respectée, etc. Alors dans les humours agressifs et malveillants, il y a aussi l'humour noir. L'humour noir, bon, il n'est pas nécessairement conscient hein, quand on le fait, mais l'idée c'est d'amener quelque chose de cruel, et malheureusement ça peut gêner la personne qui entend ces blagues d'humour noir, et la personne pourrait être, comment dirais-je, ne plus savoir comment se positionner. Est-ce que je rigole parce que spontanément j'aime bien rigoler, ou est-ce que je m'offusque du propos. Alors je ne sais pas si vous arrivez, moi ça m'arrive parfois de rigoler en disant oh merde, voilà, c'est cruel ce truc, mais je rigole. Okay, donc c'est pas opportun dans le monde du travail, comme partout d'ailleurs, parce que derrière ça c'est plutôt malveillant. Donc avoir le sens de l'humour, pour moi, c'est plutôt aborder la vie avec des bonnes intentions, plutôt que une recherche de supériorité ou de non-respect. Alors la fameuse phrase des proches que vous connaissez certainement, hein, là, ça nous questionne sur dans quel contexte on met de l'humour. Voilà, moi je n'ai pas nécessairement de réponse. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est dans des contextes où on ne l'attend pas, comme le monde du travail, pourquoi pas mettre de l'humour, okay, parce que ça va amener toute une série de choses qu'on va voir au fur et à mesure. Il y a des circonstances où c'est peut-être pas opportun d'amener de l'humour. Il y a des circonstances où justement ça peut peut-être dynamiser un autre point de vue, une autre approche, quoi.
Alors, après cette petite introduction, il y a la fameuse question évidemment du mode d'emploi. Donc, vous avez, Patricia vous a distribué, bon alors j'ai peut-être pas fait assez de photocopies, une to-do list. Donc ça veut dire une liste de choses à faire que je vous propose d'essayer dès demain au boulot pour ceux qui travaillent encore ou dans des réunions de lecture pour ma mère et ses copines. Voilà, donc je me suis basée sur plusieurs bouquins et sur mon expérience aussi pour vous proposer ça, dans l'idée qu'il y a une progressivité, j'y reviendrai évidemment. Donc franchement, c'est des choses qui peuvent être faites. Pour mettre plus d'humour au travail. Et donc, le mode d'emploi, donc ça c'est mon spiralisateur, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est très chouette pour couper les légumes autrement. Et voilà, le mode d'emploi, c'est pas simple pour mettre plus d'humour au travail, ou même mettre plus d'humour tout court. Comme c'est pas une science exacte, il n'y a pas non plus une réponse unique. C'est pas il y a qu'à ou faucon. Évidemment, c'est plus complexe que ça. Il y a plusieurs éléments qui peuvent contribuer à trouver des réponses. Est-ce que le micro, madame, est-ce que le micro fonctionne ou pas bien? Parce que je vois que vous voulez que le micro soit plus fort. Je vois que madame, le micro doit être plus fort. Si je l'approche comme ça, est-ce que c'est mieux pour vous? D'accord. Là, je voulais vous laisser la parole, justement. Ça va mieux comme ça? Pour vous, ça va? Les autres, ça va? Ouais. C'est la respiration. Faut pas que je respire, en fait. Ça va être dur, ça va être dur. Alors là, ça, c'est trop me demander. Déjà, l'enfiler, ça a été toute une histoire. Comme ça. Non, ouais, donc j'entends. Dans le fond, ça va? Madame qui a mangé son sandwich, ça va? C'est mon souffle. Le souffle de la vie. Donc, du coup, j'en étais où, moi? Ah oui, qu'il y a plusieurs pistes. Donc, il n'y a pas... Oui, du coup, ça faut que je fasse pub. Donc, il n'y a pas de solution miracle. N'empêche que je voudrais vous proposer plusieurs pistes qui sont transversales dans ma to-do list. Il faut que je parle plus lentement. Et donc, oui. Eh bien, évidemment, mon cerveau n'était pas là pour rien. Pour moi, vraiment une première condition importante, c'est de lâcher la pensée rationnelle linéaire. Ah oui, j'ai un slide. Hop. Donc, la pensée rationnelle linéaire, logique, traditionnelle, automatique, nous mène tout droit, vous voyez où? Alors, dans mon PowerPoint qui tournait là tout à l'heure, pour ceux qui étaient déjà là, il y a une citation de Paulo Coelho qui dit « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine, elle est mortelle. » Et vous voyez où elle peut nous mener, cette pensée rationnelle. Voilà. Donc, déjà, lâcher la pensée rationnelle, ça va nous permettre pas mal de choses. Et ça va nous aider à apprendre à rire. Parce que rire, ça s'apprend. Avoir le sens de l'humour va venir de notre capacité à rire aussi des choses. N'hésitez pas à faire des efforts pour rigoler. Et nous avons dans la salle où est-elle Arabelle qui donne des ateliers de yoga du rire. Voilà, on peut l'applaudir aussi. Voilà, ensuite. Donc ça s'apprend rire. Et donc, tous les jours, on peut essayer peut-être de rigoler de choses qu'a priori, on ne rirait pas sur ces choses-là. C'est pas très français ce que je dis. Donc, n'hésitons pas, je recommence, à rire de choses banales, de situations quotidiennes. Je me rappelle une fois, dans un couloir, j'avais vu un trombone par terre. Et donc, j'étais fait tout un film en disant, tiens, c'est une cravate. Ah tiens, c'est une cravate d'un petit bonhomme. Enfin, bref, voilà, ça m'avait fait rire. Alors je sais pas si j'étais pas bien ce jour-là, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'étais partie là-dessus et ça m'a bien fait rire de choses qui sont banales. On peut trouver, même dans des choses difficiles, peut-être justement un peu de recul et en rire. Alors, pour aider aussi à lâcher cette pensée rationnelle,
c'est trouver son propre sens de l'humour. Voilà, il y a des choses qui nous font rire, il y a des choses qui ne nous font pas rire. Voilà, c'est un peu savoir qu'est-ce qui nous fait rire et qu'est-ce qui nous fait sourire, parce que bon, c'est pas que rire. Le rire, en fait, c'est une manifestation du plaisir, quoi. Okay, mais on peut apprendre du plaisir, entendons-nous, dans le rire, hein, sans pour ça, dans l'humour, je veux dire, sans pour ça rigoler à pleines dents et se couper en deux, quoi. Donc, qu'est-ce qui nous fait sourire? Qu'est-ce qui peut, du coup, derrière ça, améliorer mon humeur? Parce que finalement, c'est ça. Hein. Alors, un autre élément important pour mettre plus d'humour, c'est d'abord se donner l'autorisation de rire de soi-même. Voilà, je m'appelle Florence Pire. Voilà, et c'est moi qui l'ai trouvé en plus, en me promenant une fois. Voilà. L'autodérision, c'est se moquer gentiment de soi-même. Donc ça, c'est un sacré travail qui va nous aider à développer notre sens de l'humour. Donc ça demande de prendre distance par rapport à nous-mêmes pour pouvoir se voir faire, pardon. Et donc assumer ses imperfections, arrêter de vouloir être parfait. Donc l'humour va nous aider à nous accepter comme on est, à nous aimer. Rappelez-vous ce petit truc-là que Daisy a donné tout à l'heure. Voilà. Donc gardons par rapport à nous-mêmes aussi, modestement, on n'est pas parfait, on ne doit pas être sérieux tout le temps, et accepter aussi de se voir autrement. Donc ça, c'est aussi un élément important. Amener quelque chose de ludique au boulot, c'est peut-être pas attendu, mais le fait de le faire, ça peut peut-être justement développer des choses nouvelles, quoi. Donc l'autodérision est importante, ça se travaille, ça se construit. Moi, je vois bien quand je donne des ateliers d'impro relationnel dans des entreprises, dans des organisations, les personnes, parfois, elles se surprennent elles-mêmes à faire des choses et à faire rire, à amener des choses créatives. Et donc, elles disent « Ah, j'avais peur du regard des autres ». Mais en fait, c'est d'abord le regard de soi sur soi. C'est vraiment un constat clair et net. Les autres ne trouvent pas la personne ridicule, c'est la personne qui se trouve elle-même ridicule, alors qu'elle ne l'est pas. Vous voyez, c'est parce que du coup, on a nos références par rapport à ce qu'on fait d'habitude, et le fait de faire autrement, on se surprend nous-mêmes. Alors, sortir du cadre. Voilà. Donc, comment mettre plus d'humour au travail? Oser sortir du cadre, oser déranger. Donc, on est aussi dans sortir de la routine, sortir du conformisme, et ça va ouvrir plusieurs possibilités. Et donc, pour sortir du cadre, il faut se donner l'autorisation de sortir du cadre. Donc, c'est oser sortir du rôle qu'on a d'habitude, oser montrer une autre part de soi-même, oser des pratiques innovantes, oser même ce que Alain Vaz a dit, je dirais qui c'est, des opportunités risquées. Donc Alain Vaz, il est vice-recteur de la FUCAM. J'avais entendu il n'y a pas longtemps sur le changement, la question du changement. Et il disait que les entreprises doivent accepter ou sauter, j'ai envie de dire, sur les opportunités risquées, parce que c'est là qu'il se passe des choses nouvelles. Et donc finalement, pourquoi pas oser amener quelque chose de différent? Qu'est-ce que ça pourra apporter justement de nouveau? Alors soyez fiers de vous-même, évidemment, quand vous faites quelque chose un peu humoristique, un peu différent. C'est toujours ça de prix pour élargir votre zone de confort. Alors, ce qui peut nous aider aussi à développer l'humour, c'est voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide, et donc voir les choses positivement. Voir les choses, l'humour comme étant l'occasion de voir justement autrement les choses et non pas de manière négative, évidemment si on pratique l'humour plutôt bienveillant que l'humour noir ou ironie dont je parlais tout à l'heure. Donc poser un autre regard et donc plutôt d'une manière constructive et en pratiquant le oui et. Donc le oui et, c'est une règle très importante en impro, théâtre, en impro clown, en impro musique. Moi, je ne suis pas de la musique, mais s'il y en a parmi vous. Donc, ça veut dire quoi, oui et? Ça veut dire j'écoute, j'accepte l'information et je viens
réagir, rebondir sur l'information qui est donnée. Et donc, voir les choses positivement, pour moi, c'est pratiquer du oui et non pas du oui mais. Parce que le oui mais, ça va plutôt faire marche arrière. Et donc, tiens, oui et, tiens, qu'est-ce que l'humour va pouvoir nous apporter? Qu'est-ce que l'humour va offrir comme nouvelle piste? Alors bon, il y a soi, et il y a soi et les autres. Okay, donc on n'est pas seul, on fait partie d'un système, de plusieurs systèmes d'ailleurs. Dans une organisation, il y a plusieurs équipes, il y a plusieurs services. Il y a aussi les partenariats avec les équipes extérieures, des entreprises extérieures. Donc évidemment, on est en perpétuel, enfin l'employé dans son entreprise est en perpétuelle interaction. Et donc tout ce qu'on a dit finalement sur les éléments à développer soi-même, on peut l'appliquer aux autres. Genre, je disais tout à l'heure, prendre du recul par rapport à nous-mêmes, mais prendre du recul aussi par rapport aux réactions, à ce que les autres nous disent. Riez de vous-même, mais riez aussi de bon cœur de ce que les personnes vont vous amener. Voyez les choses positives chez les autres comme vous voyez les choses positives chez vous. S'accepter comme on est, accepter l'autre aussi comme les autres comme ils sont. Donc finalement, ce qu'on s'applique à soi-même, l'idée c'est de l'appliquer aux autres aussi, et d'appliquer aux autres ce qu'on applique à soi-même. Et donc dans les relations, plutôt que d'être sur la défensive par rapport à ce que quelqu'un nous dit, comment justement prendre les choses avec distance, en souriant. Si quelqu'un nous dit quelque chose, il n'a pas nécessairement envie de nous critiquer. Ne pensons pas nécessairement d'office « ah, il veut me critiquer ». Donc cette distance est également importante par rapport à soi et par rapport aux autres. Alors, il y a effectivement plusieurs manières de réagir face à une situation. L'humour, en développant le sens de l'humour, c'est finalement développer encore d'autres manières de réagir que nos manières habituelles de réaction. Okay, donc développer le sens de l'humour, ça va ouvrir des nouvelles pistes auxquelles on n'avait pas nécessairement accès si on ne se donne pas l'autorisation de faire de l'humour. Voyez, donc parce qu'on a évidemment des freins, et c'est normal, on a des résistances, et les résistances elles sont partout. Voilà, et donc elles peuvent être de plusieurs ordres. Voilà, donc ça autant de prétextes qui nous empêchent d'y aller. Par exemple, si je prends le prétexte pratique, l'excuse qu'on va prendre pour ne pas développer des nouvelles pratiques, c'est « je n'ai encore jamais fait ça ». Je vais me dire ça, du coup je vais pas me mettre en route. Prétexte au niveau du temps, c'est pas ma priorité. Du coup je vais pas me mettre en route. Prétexte communication, créons une commission pour étudier le problème. Ça, on utilise parfois ce type de jargon pour nous bloquer et ne pas mettre des nouvelles choses en place. Prétexte social, exemple, oui, mais pas pour une grosse structure comme chez nous. Prétexte psychologique, ça peut être j'ai pas confiance. Prétexte juridique, ça peut être la procédure ne le permet sûrement pas. Et le prétexte financier, c'est sûrement trop cher. Donc vous voyez, c'est des exemples de freins qu'on va mettre finalement à la créativité, qu'on va mettre au changement, et des freins qu'on va mettre aussi à l'humour, quoi. On peut toujours trouver X prétextes pour ne pas faire autrement, finalement. Parce que c'est ça, en fait, mettre de l'humour au travail, c'est peut-être faire un petit peu autrement. Et cette citation de Voltaire, je l'aime beaucoup pour mettre en avant que dans une organisation, je vous l'ai dit, vous le savez certainement, il y a plusieurs sous-systèmes, il y a plusieurs services, il y a plusieurs interactions entre les différents services. Il y a notre entreprise qui est en lien avec l'entreprise d'à côté, il y a une UNIF qui est en lien avec l'UNIF d'à côté. Et donc, finalement, dans l'entreprise, ou dans l'organisation au sens large, il y a différents services, il y a différents individus, il y a différentes équipes. Okay, et si effectivement chacun se dit que c'est pas, je ne suis pas responsable, il n'y a rien qui bouge. Okay, donc chacun va à son niveau, c'est ça un peu mon message, chacun à son niveau peut contribuer à mettre plus d'humour au travail. Voilà. Sauf si on se dit c'est pas mon truc. Ça peut ne pas être votre truc, il n'y a pas de souci. Tantôt je disais qui veut ou pas, donc il n'y a pas... Moi j'oblige personne. N'empêche que
dans cette phrase, c'est vraiment mettre en avant la co-responsabilité des uns et des autres pour amener du changement dans son organisation de travail, quoi. Donc, ne rien faire, ne rien dire, ben, ça va contribuer toujours à ce que le problème existe. Proposer, initier, innover, ben, va contribuer à trouver des réponses. Alors, il y a un vieil adage qui dit, l'auteur, je ne l'ai jamais trouvé, un vieil adage qui dit « Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème ». Okay. Donc ça veut dire que, effectivement, si je dis que dans mon organisation, elle n'est pas souriante, mon organisation, ouais, mais qu'est-ce que je fais pour qu'elle le soit? Et voilà, c'est un petit peu ça. Cette réflexion, en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est ça qu'il voulait dire Voltaire, mais en tout cas, moi, je vous invite à le lire comme ça. Alors, bon, donc toujours dans la question du comment faire, mettre plus d'humour au travail, c'est comme tout changement finalement, c'est aller progressivement, hein, faire une étape à la fois, pour se rendre compte que les gens accrochent, pour se rendre compte que ça donne peut-être des effets, pour se rendre compte qu'il y a une confiance qui s'installe par rapport à ce qu'on peut mettre en place, et ça va ouvrir au fur et à mesure notre fameux esprit rationnel, le lâcher petit à petit pour aller vers un esprit créatif. Donc ça se travaille tous les jours, ça, hein, je vous garantis. Et au fur et à mesure, ça peut donc jouer sur la culture d'entreprise, qui est faite évidemment, la culture d'entreprise, de toutes les individualités et de plus que les individualités, évidemment. Hein, il y a toutes les interactions. La culture d'entreprise, c'est l'identité de l'entreprise. Et il y a des Français qui ont fait une enquête en 2010 sur l'humour au travail. Ils ont écrit d'ailleurs un bouquin qui s'appelle « Petit traité de l'humour au travail ». David Autissier et Élodie Arnegui. Et donc, ils ont relevé, dans leur enquête, ils ont catégorisé, si vous voulez, 4 types d'entreprises. C'est l'entreprise coincée, c'est celle qui mobilise peu l'humour. L'entreprise déridée, c'est celle qui commence à engager quelques actions de promotion de l'humour sans vraiment en faire une priorité, ni un élément structurant. Donc, elle se déride tout doucement. 3e catégorie, c'est l'entreprise détendue. Elle est sur la voie du bien-être et de l'humour en déployant des actions de manière structurée avec la volonté d'en faire une priorité. Et alors, il y a les entreprises joyeuses. Là, elles mobilisent et elles utilisent l'humour pour développer le bien-être et le plaisir au travail. Donc, dans leur enquête, j'avoue, moi, je n'ai pas fait d'enquête, hein, même si je suis sociologue, mais je n'ai jamais fait d'enquête. Donc, je suis un autre type de sociologue. Voilà, donc, il y a effectivement... ce serait intéressant de voir un peu les entreprises dans lesquelles vous êtes, où vous êtes passé, dans quelle catégorie vous auriez envie de les mettre. Hein, voilà. Alors, donc tout ça pour dire que, oui, je vais trop vite, pour aller au bout de mon idée, donc développer finalement l'humour dans une entreprise, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait, mais c'est comme tout type de changement, hein, c'est un processus, quoi. Voilà. Et n'empêche que c'est pas pour ça qu'il faut rien faire. Si je me dis c'est un processus, je risque d'être le petit flocon qui dit j'ai rien fait. Hein. Alors, penchons-nous un petit peu sur les bénéfices de l'humour au travail. Il y a plusieurs niveaux. Et il y a 3 niveaux, individuel, collectif et organisationnel. Mais le tout s'emboîte évidemment l'un avec l'autre. Alors, au niveau individuel, ça va clairement jouer sur le bien-être. Et il semblerait, d'après les experts, qu'1 minute de fou rire égale 30 minutes de relaxation. Donc, le principe du yoga du rire... Je vous avoue, je me suis inscrite en décembre à une formation sur le yoga du rire, pour en savoir un petit peu plus. N'empêche que j'imagine que c'est basé un peu là-dessus, parce que la personne qui a créé le yoga du rire, c'est un médecin, qui s'appelle Madan Kataria, je ne sais pas si je prononce bien. Il a vraiment mis en place tout un système parce qu'on peut guérir grâce au rire. Okay, moi, j'avoue que je me porte très bien grâce à ça. Et que je ne vous dis pas mon âge, mais je fais plus jeune que mon âge, grâce à ça. Je vous le dirai si vous voulez, mais après vous allez dire quoi, c'est pas vrai. Vous avez intérêt à réagir en disant quoi, c'est pas vrai. Voilà, donc il y a vraiment des bienfaits personnellement, individuellement. Donc voilà, donc c'est vachement économique, écologique, hein, ok, comme processus pour travailler sur le bien-être. Hein.
Okay, donc ça va influencer évidemment les pensées positives, ça va influencer les émotions, comme j'ai tout à l'heure, et ça va avoir des répercussions sur nos actions. Donc il y a diminution du stress, amélioration de l'humeur et de la créativité. Donc l'humour va jouer au niveau individuel, va contribuer à l'équilibre personnel, affectif et cognitif. Alors au niveau collectif, voilà, donc ça c'est une photo d'une équipe d'impro. Hein, si vous voulez peut-être Patricia, non on la voit pas. Et donc c'est pas pour vous parler de l'impro, mais c'est pour dire que l'humour pratiqué en collectif va avoir une influence sur les relations, sur les interactions, sur les liens, sur comment les gens se voient, sur comment les gens se rencontrent. Et donc ça va réduire les conflits, renforcer les liens sociaux, le team building, hein, cohésion d'équipe, et le sentiment d'appartenance au système. Donc l'organisation, elle a quand même intérêt à ce que les gens se sentent bien. Okay, elle a quand même intérêt à ce que les gens créent des liens aussi. Okay, donc l'humour au niveau collectif, donc au niveau plutôt des relations et des interactions entre les gens, c'est ça que j'appelle le collectif, l'équipe. Donc ça va contribuer à l'équilibre relationnel et normatif, donc les règles, les normes entre les gens. Et troisième niveau, c'est le niveau de l'organisation. Donc le ROI, c'est le Return of Investment. J'ai repris des cours d'anglais récemment. J'aurais dû demander où vous mettez le stress d'ailleurs. Mais... Voilà, donc le ROI, hein, donc c'est le retour sur investissement, si vous voulez. Et donc, clairement, ce qu'on a dit sur l'individu, sur le bien-être, sur les relations, c'est sûr que l'humour va avoir un impact sur la performance de l'organisation. Si elle investit dans l'humain, finalement, ben, elle peut faire des économies, entre guillemets, sur d'autres choses. Parce que si les relations sont saines, ben, les gens ils ont envie de travailler ensemble. Hein, en systémique, on dit que la définition de la relation est plus importante que le contenu. Donc ça veut dire que si les gens passent leur temps à redéfinir les relations et à être dans des conflits, des rapports de force, ils passent leur temps à ça et ils n'ont pas le temps de travailler sur le contenu. Donc si les relations sont saines, franches, bienveillantes les uns par rapport aux autres, ben, l'entreprise elle va gagner du temps pour que les gens travaillent sur des projets, sur des stratégies, sur des partenariats, sur des recherches de marché, etc. Et donc l'humour, pour l'entreprise, va aussi jouer sur la créativité. Donc, parce que bon, l'esprit créatif, adaptatif que l'humour développe, ben, ça va développer, ça va aider à avoir des idées, ça va aider à réfléchir à des nouveaux process, ça va aider à chercher des nouvelles solutions. Et donc dans le nouveau monde du travail dans lequel nous sommes maintenant, hein, avec les coworking, le working place, tous les endroits où les gens se croisent, etc., ils ont vraiment besoin d'adaptabilité. Et l'humour développe l'adaptabilité. Et pour vous montrer que c'est sérieux, voilà, je me la pète un petit peu en vous montrant un article, il n'est pas complet, mais qui a été écrit l'année dernière par RH Magazine, justement sur les bienfaits de l'impro en entreprise. Donc c'est des choses qui sont sérieuses, hein, de nouveau. Et donc, au niveau de l'organisation, ça va contribuer à l'équilibre culturel et stratégique. Alors, la récolte ne s'arrête pas là. Les bénéfices de l'humour peuvent également être vus de différentes manières. Enfin, je me répète du coup un petit peu. Sur les pensées, hein, donc sur la manière de voir les choses, de réfléchir, de créer, sur la prise de recul. L'humour va avoir une influence sur les émotions, hein, comment on se sent, sur le déstress, justement, sur le plaisir d'être là. On parle beaucoup aussi du bonheur au travail, hein, bah, l'humour ça va y contribuer. Et sur les actions, les comportements, voilà, on va agir autrement. Voilà. Ça c'est pour que je m'arrête un petit peu. Je me suis dit, il faut absolument que j'en mette un, parce que sinon je vais continuer. Ça va au niveau du timing? Oui, oui, tout à fait. Bien. Tu as encore une petite demi-heure. Oh, ça va. Je t'ai dit, tu as le droit de ta version. Non, ça va. Je vais m'assécher, mais ça va. Ça va, ça, vous allez bien? Oui, ok, bon, allez, moi aussi. Bonne nouvelle. Alors, donc je faisais aussi une petite pause parce qu'on va continuer encore à faire un petit peu de théorie. Voilà. Et donc,
on continue encore à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, hein, parce qu'il y a des processus qui sont derrière. Donc, vu de manière systémique, de nouveau, l'humour va être un input, donc une entrée, une donnée qui rentre dans l'organisation, qui va être transformée hein, dans l'organisation, dans le milieu du travail, dans l'entreprise, dans l'UNIF, dans l'ASBL, dans l'hôpital, hein, je ne sais pas où vous travaillez. Et donc, il y a une transformation et il en ressort quoi? Bien-être, interaction et performance. Yes. Alors, l'approche systémique nous amène un concept qui me semble vraiment intéressant par rapport à l'humour, c'est le recadrage. Alors, recadrer, c'est quoi? C'est changer de cadre. Et donc, l'humour va permettre de donner un autre regard sur une situation, va nous permettre de voir du coup cette situation autrement. Hein, voilà, hein, les petits yeux de tout à l'heure, okay, de voir les choses autrement. Ça va donner du coup un autre sens, ça va aider à relativiser aussi la situation. Donc l'art du recadrage, si vous voulez, c'est changer de regard, c'est pas changer la situation, c'est poser un autre regard. Et donc, je me répète, c'est pas changer la situation. Donc ça veut dire que changer son regard, on peut le faire. Changer la situation, c'est moins évident. Okay, donc l'humour, pour moi, est là pour nous aider à poser un autre regard sur une situation. Et donc, en sortant du cadre habituel, hein, ça donne une autre approche, et ça va nous inviter à avoir une autre définition, si vous voulez, de la situation. Et ça va nous aider à trouver des idées nouvelles. Et donc l'humour, aussi dans cette idée de recadrage, l'humour amène de la surprise, et la surprise, ça va aider à ce que ça bouge. Parce que si on reste dans toujours plus de la même chose, il n'y a rien qui bouge. L'humour amène autre chose, et donc amène de la nouveauté, et ça peut justement aider à ce que le système se voit autrement. Alors en termes de changement, l'humour va jouer sur ce qu'on appelle en systémique un changement 2 ou un changement mutation. Parce qu'il y a des changements qui ne changent rien et il y a des changements qui amènent des changements. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des modifications, des solutions qu'on amène dans des systèmes mais qui ne vont rien changer. Okay, parce que ce n'est pas le bon changement. Donc l'humour a pour vocation, si vous voulez, d'amener ce qu'on appelle un changement mutation, parce que ça va justement amener à avoir d'autres références. Donc, comme ça va travailler sur plusieurs éléments, ça va donner une autre référence à la situation et nous donner du coup un autre éclairage, quoi. Voilà, il faudrait bien que je remette les 3 petits points de suspension parce que je suis perdue dans ce que je vous l'ai dit. Voilà. Donc il y a un renversement par l'humour, il y a un autre mode habituel d'apprentissage, si vous voulez. On n'est pas dans des choses traditionnelles, mais l'humour peut justement, par ce décalage et cet autre regard, amener plein de nouvelles matières, dans le sens que ça va être quelque chose de nouveau. Alors j'ai pas pu résister à remettre cette dia qui était dans le PowerPoint d'accueil. Parce que moi, c'est fondamental. Ah, je peux aller trop vite. Ah, non. Voilà, je viens de l'acheter tout à l'heure, donc je n'ai pas encore. Alors, donc, cette phrase d'Einstein, pour moi, cette citation d'Einstein, pour moi, c'est un de mes fondamentaux. Voilà, si on fait toujours la même chose, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, l'humour a cette vocation-là, c'est d'amener quelque chose de différent. Et là, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc, si je me répète, c'est pas grave, parce que c'est important que vous. Là, j'aurais envie de vous persuader, par contre. Alors, dans le système, qu'est-ce qui se passe grâce à l'humour? Ça va jouer sur les relations. Ok, bon, j'ai déjà dit, hein, ça va jouer sur les relations entre les personnes, sur les manières de se comporter les uns par rapport aux autres. Dans un système, ça va aussi jouer sur les règles du système. Donc, l'humour va amener des nouvelles règles, des nouvelles normes, hein, entre les différentes personnes. Une règle, c'est quoi dans un système? Et c'est comment on doit se comporter, comment on doit réagir dans le système. Donc, dans une organisation, il y a des règles,
Okay, quand on parle de culture d'entreprise, parfois on dit culture maison. Maintenant, je ne sais pas si on le dit encore, mais avant on le disait pas mal. Mais parce qu'il y a des règles, des manières dont on doit se comporter, dont on doit réagir, dont on doit communiquer, des règles à suivre pour s'habiller, pour se dire bonjour ou pas se dire bonjour. Okay. Donc, l'humour dans l'entreprise, dans l'organisation, en milieu de travail, va jouer sur les règles et va proposer d'en amener d'autres, justement, qui seront plus dans l'ouverture, plus dans la bienveillance. Dans le système, l'humour va aussi bouger les frontières dans les systèmes. Donc, on parle de frontières entre les systèmes, et c'est ce qui délimite un système d'un autre système. Donc l'humour, ça aide à détendre, donc ça aide à ouvrir les frontières entre les personnes, ça aide aussi à ouvrir les frontières entre les services. Donc c'est pas simplement se cantonner à son service, mais c'est s'ouvrir aussi aux autres, à la rencontre avec les autres. Alors, je vous parlais de l'ANC tout à l'heure, donc l'approche neurocognitive et comportementale. Bon voilà, là j'ai repris ma diade tout à l'heure, quand je vous demandais, tiens, qu'est-ce que l'intervention de Daisy avait peut-être amené. Mais tout ça, ce sont des caractéristiques, si vous voulez, de ce qu'on appelle le mode mental adaptatif. Donc, le mode mental adaptatif, il est... on l'oppose souvent au mode mental automatique, où c'est tout l'inverse de ça. Donc, l'humour va aider à développer le mode mental adaptatif, créatif, ce qu'on appelle aussi préfrontalisé, c'est sortir des automatismes, et ça va du coup apporter de nouvelles réflexions. Et ça donne aussi une disponibilité à faire des choses différentes que l'automatique, mais on reste dans l'automatique. Okay. Et donc, qui dit mode adaptatif, dit pouvoir évidemment s'adapter à différents types de situations. Et donc l'entreprise, est-ce qu'elle n'aurait pas besoin de ça aussi, pour être une entreprise intelligente? Donc derrière ça, pour moi, une entreprise intelligente, c'est une entreprise qui va s'adapter, qui va être ouverte, créative, innovante, souriante, humaine, agile, collaborative. Donc c'est pour arriver à ça, l'entreprise, c'est en développant les savoir-être qu'on a évoqué que j'ai évoqué tout au long de mon exposé. Donc on est évidemment plus loin que la bonne blague. Donc comment construire, développer un état d'esprit adaptatif dans l'ensemble de l'organisation, c'est l'amener à être plus intelligente. Et donc, par cette réflexion-là, moi je voudrais aussi amener à réfléchir, et si l'humour, c'était l'occasion finalement de réfléchir à notre propre identité. Qu'est-ce que j'ai envie, moi, en tant que personne, en tant qu'employé, manager, directeur, dans mon organisation? C'est aussi l'occasion de réfléchir à nos manières d'être en interaction avec les collègues, avec nos supérieurs, avec nos équipes, quand on en a. Voilà, l'humour, et si c'était l'occasion qu'on réfléchisse justement à nos manières d'être les uns avec les autres. Et si l'humour était l'occasion de réfléchir à notre manière de voir les choses qui nous entourent. Comment est-ce qu'on les voit? On les voit de manière figée, on les voit avec ouverture, on les voit avec prise de distance. Et si c'était l'occasion de réfléchir à notre manière d'aborder les situations qu'on rencontre au boulot. Et si c'était l'occasion aussi pour les managers, les directeurs, les CEO, etc., si c'était l'occasion de réfléchir au mode de management, de leadership, de gouvernance des organisations auxquelles nous appartenons. Donc, mon invitation, c'est évidemment d'aller plus loin que la simple blague et d'ouvrir l'humour, la réflexion à partir de l'humour à toutes ces dimensions. Alors, dans cette vision de l'entreprise intelligente, moi, ce qui me motive, je vais vous parler un petit peu de mes expériences, moi, ce qui me motive, ce qui me fait avancer, c'est vraiment justement d'articuler créativité, interaction et changement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener MDR au carré, ça veut dire mort de rire et mine de rien. Donc, de développer par des approches ludo-réflexives, ludo-pédagogiques, de nourrir finalement les systèmes humains. Et Daisy, elle intervient dans cet objectif-là, si vous voulez, et elle remplit 3 fonctions qui correspondent à 3 besoins dans le monde du travail.
Donc Daisy, dans ses interventions, elle va amener à prendre un peu de recul par rapport à une réalité. Elle va métacommuniquer, donc elle va communiquer autrement sur comment finalement le système communique, sur comment il se comporte. Donc elle peut explorer des choses qui sont dites ou qui ne sont pas dites. Donc prendre du recul va aider à remettre en jeu finalement ce qui se passe dans le système et les enjeux du système. Daisy, elle va aussi, dans ses interventions, répondre au besoin de surprendre. Voilà. On a besoin parfois d'être surpris justement pour se booster, pour dynamiser les relations, pour insuffler les nouvelles idées. Donc quand Daisy intervient dans des milieux sérieux, elle va remplir cette fonction-là, parce que parfois on est coincé dans des manières de faire et Daisy peut aider justement à décoincer en ayant justement ce regard extérieur. Et l'humour, avec Daisy ou sans Daisy, de toute façon, ça a aussi pour fonction d'alléger des événements qui sont parfois sérieux et où l'ambiance est assez plombée. Amener de la légèreté, ça amène de l'oxygène, de la légèreté, et ça peut justement aider au mode mental adaptatif à se mettre en route. Et donc, Daisy, elle est complémentaire évidemment à d'autres approches. Et donc, le clown dans les organisations, c'est un petit peu comme le fou du roi au Moyen-Âge. Donc, les rois avaient leurs fous. Sous François Ier, il y aurait même eu une école des fous. Voilà. Donc, il y en a qui allaient à l'école pour être fous. Fou du roi, évidemment. Et donc, ils avaient vraiment une place reconnue, avec vraiment parfois des... Voilà, on acceptait qu'ils rigolent du souverain et qu'ils rigolent de la cour, avec parfois peut-être des risques quand même. Enfin, j'ai pas des détails, mais bon, peut-être qu'il y en a qui prenaient des risques. Ouais. Alors, si vous voulez en savoir plus par rapport à Daisy, je vous invite à aller voir l'émission C'est à la une. Il y a eu du 1er avril, c'est pas une blague. Il y a eu un reportage là de Daisy, vous pouvez voir sur Ovio, qui présente vraiment une super expérience avec une équipe qui s'appelle Confidencia. Donc l'équipe de Confidencia, c'est une petite entreprise qui accompagne les organisations dans la mise en place du changement. Et ça, c'est clairement une entreprise joyeuse, dans les 4 que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ils osent des choses différentes, ils osent... des pratiques innovantes, et ils invitent leurs commanditaires aussi à développer des approches innovantes. Allez voir ce qu'ils font, c'est vraiment intéressant. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de faire un premier pas comme Neil Armstrong sur la Lune, n'hésitez pas à mettre en pratique la to-do list, à partager la to-do list avec vos collègues. Alors, je reste évidemment à votre disposition pour des interventions sur mesure que vous auriez envie de faire. Contactez-moi. Alors après cette petite page de publicité, voilà, je vous invite à ouvrir nos échanges avec l'humour au travail, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Je ne sais qui veut se lancer pour une question, une intervention, un trait d'humour. Maintenant, plus personne ne va oser. Je vais commencer en demandant des expériences concrètes, parce que c'était très théorique et je voudrais savoir... vraiment avoir un cas ou l'autre où les choses ont changé au niveau du travail par le biais de l'humour. Je peux prendre l'exemple de Confidencia. Donc, la diffusion de l'émission, c'était le 1er avril, mais on a travaillé ensemble le 22 mars, une date que tout le monde retient. Et donc, c'était une réunion de travail sur plutôt brainstorming, quoi, de l'équipe, donc réflexion, brainstorming, pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc c'est réflexion. Et donc Daisy, elle a intervenu à plusieurs moments pour leur donner de la nouvelle matière, par des objets par exemple. Je donnais des objets pour qu'ils relancent les échanges entre eux. Ils avaient fait ça en petits groupes.
Donc je suis intervenue aussi pour dire autrement des choses qu'ils avaient dites. Voilà. Et donc ça amène clairement de la nouvelle matière, en fait. Hein, par exemple, avec Daisy, ça amène de la nouvelle matière, ouais, enfin, je me répète un petit peu, mais ça va donner de la matière qui va continuer à amener à une nouvelle réflexion, en fait. Donc, Daisy, elle ne va pas aller dire ce qu'il doit faire, mais comme elle est extérieure, elle peut donner un regard extérieur. Quand on est dedans, la fameuse expression « avoir le nez dans le guidon », quand on est dedans, on ne voit pas. Hein, le fait d'être extérieur, ça va aider. Et l'humour peut aider aussi tout un chacun à prendre cette distance. Enfin, c'est pas que Daisy, vous pouvez faire venir Daisy dans votre boulot, il n'y a pas de problème, mais ça peut être fait par soi aussi, quoi. Donc, ça amène de la distance, de la réflexion, de la nouveauté. Voilà, je me répète un petit peu. Ouais. Juste pour donner un petit exemple, pour souligner ce que vous dites, et dire que oui, j'ai lu il y a quelques années une expérience qui m'a vraiment frappée, un hôpital d'une province déjà rigolote en soi, de Témiscamingue, au Canada, je crois, qui était au bord de la banqueroute, et un nouveau directeur a institué l'humour au travail auprès de tous. C'était un très grand hôpital, ils étaient vraiment dans le rouge au niveau financier, et c'était les blagues du jour à afficher, c'était celui qui avait mis la meilleure blague de la semaine était félicité. On a fait des équipes basées là-dessus, on a fondé des équipes de théâtre avec des patients, avec du personnel, etc. Et en 2 ans, ils ont remonté la pente. C'était assez surprenant. Évidemment, il a été pris pour un barjot au départ, mais ça a bien tourné et l'hôpital est sorti du rouge. Voilà. Attendez, parce que sinon, derrière, on peut Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, en fait, ce monsieur a fait ça dans plusieurs hôpitaux et il a écrit un bouquin qui s'appelle « La performance par le plaisir ». Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a mis en place une série de choses dans les hôpitaux, comme par exemple des distributeurs de lunettes qui n'ont pas de verre. Mais il y a des lunettes vertes, des lunettes jaunes, des lunettes noires, etc. Et les gens peuvent mettre des lunettes, des chapeaux, etc. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il a vraiment tenu compte de principes de gestion des ressources humaines très basiques, comme le fait que tout le monde comprenait bien ce qu'il avait à faire au boulot, que tout le monde avait le matériel dont il avait besoin à faire, etc. Et son bouquin est facile à lire et assez agréable à lire si ça vous intéresse. Je l'ai, Florence, si tu veux. Merci, Laurent. Ouais, voilà, super. Ouais. Oui, bonjour. Bonjour Florence. Salut Marcel. Je leur demanderai après, puisque quelqu'un a pris la parole. En fait, ce qui m'a perturbé un peu dans ta présentation, c'est que toute la première partie et une grosse moitié de ta présentation, on insiste assez bien sur l'humour, plutôt en tant que bien-être. En tant que bien-être de la personne. Et moi, en tant que manager, je me posais la question comment introduire dans mes réunions l'humour en tant que tel, alors qu'en principe, je dois aussi faire appliquer un certain nombre de procédures, je dois demander au personnel de suivre certaines règles ou des choses comme ça. Et ce qui m'a perturbé, c'est toute la fin de ta présentation, où là, tu as Daisy. Et là, je trouve qu'il y a deux formes d'humour. Il y a le premier, dans l'esprit d'entreprise, c'est qu'il se rapproche plus du bien-être, mais il y a surtout le deuxième qui me paraît le plus intéressant, c'est Daisy. Et Daisy, dans une réunion, comme tu le disais dans l'émission où on t'a vu, en fait, Daisy, le gros intérêt de Daisy, c'est qu'elle a un regard différent. Et elle oblige les gens à voir quelque chose de différent. Et là, on rentre plus dans la créativité, dans chercher des solutions pour résoudre des problèmes et des choses comme ça. Et dans ce rôle de fou du roi, où là, je perçois beaucoup plus l'humour tel que tu le décris, parce que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là. Et donc, c'est un autre regard, mais aussi un terme que peut-être que tu n'as pas... tu as oublié de dire, mais qui était manifeste dans l'émission où je t'ai vu, c'était évidemment que tu débloques les situations. Quand avec ton maillet et ton marteau, tu viens taper sur la tête de quelqu'un, tu as vraiment l'impression qu'il y a 2 départements, qu'ils se disputent et qu'ils ne veulent pas changer. Et toi, tu as cette
possibilité, en étant Daisy, d'avoir un autre regard ou de débloquer des situations. Et je trouve que dans ta présentation, il y a deux trucs tout à fait différents. Il y a cette première partie de bien-être au boulot, et surtout la deuxième qui me paraît plus intéressante dans un esprit d'innovation ou de résolution de problèmes, qui est l'intervention de Daisy. D'accord. Alors, moi, en fait, ce que Daisy apporte, l'individu peut le faire aussi. C'était ça un peu mon message. Voilà, je voulais pas, c'était pas un exposé pour présenter Daisy, quoi. Voilà. Est-ce que tu suggères que nos managers doivent nous taper sur la tête? D'abord sur la leur, et puis donc moi j'ai envie de dire que ce que Daisy fait en étant extérieur, moi je pense qu'il y a moyen de le faire en interne. Alors il y a toute la question de l'autorisation, de est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas. Enfin, alors Daisy peut venir pour lancer un débat là-dessus après, hein, pour y réfléchir. Tiens, en quoi ça nous fait du bien, et qu'est-ce que nous on peut essayer de mettre en place entre nous sans un intervenant extérieur. Et donc, oui, en fait, ça joue sur le bien-être, ça joue sur les relations entre les personnes, et ça joue sur l'organisation en tant qu'être vivant. Donc Daisy peut apporter tout ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'exemple que Madame a donné, me semble assez intéressant aussi. Parce que je sais qu'avec les ateliers d'impro, ça joue aussi sur d'autres dimensions. Et j'ai gardé un exemple d'un truc que j'avais vu, donc la SNCF. Donc c'est une photo que j'ai prise moi-même, donc c'est moi qui l'ai vue de mes yeux vus. La SNCF, donc c'était à la gare du Nord. Je faisais la file pour un ticket RER, et il y a un distributeur de blagues. Enfin, des histoires courtes, quoi. Ouais. Donc voilà, j'essaie de trouver des exemples autres que ce que moi je connais. Parce qu'il y a ce que moi je connais, ce que je fais, je sais que ça apporte, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres pratiques, évidemment. Donc ça passe par l'individu, et le manager, ça passe par qu'est-ce qu'il veut, comme le manager, toi en tant que manager, qu'est-ce que tu as envie. Et ça, votre exemple était vraiment intéressant, c'est le manager qui l'a amené. Donc voilà, je ne vais pas faire une fixette sur le manager, mais c'est sûr que de la base, je pense qu'on peut amener des choses aussi, et dire que ça ne nous convient pas comment ça fonctionne. Et si effectivement le manager ne suit pas, c'est moins évident, quoi. Je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais il n'y en avait pas vraiment une non plus. Mais voilà, donc en tout cas, je suis d'accord avec toi que c'est des choses complexes. Parce que ils enregistrent. Il faut parler dans le micro parce que sinon on enregistre pas ce que tu as dit. Ouais. Mais dans l'exemple que Madame disait, c'est justement ce que tu avais dit qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire c'est pas l'humour, c'est pas raconter la blague, quoi. Oui, d'accord, mais enfin là ils en ont fait tout un processus plus large que simplement la blague. La blague, c'est je vais en réunion, je raconte une bonne blague, puis je m'en vais. Là, autour de la blague, ils ont mis quand même en place tout un processus qui a donné plusieurs solutions, j'ai envie de dire, plusieurs pistes, plusieurs actions concrètes. Donc, si c'est seulement la blague, point barre, mais si c'est la blague devient une excuse pour faire un championnat de la blague, c'est génial. Enfin, parce que finalement, c'est le championnat de la blague qui va être sympa, et que les gens vont être en contact les uns avec les autres, quoi. Des exemples, ce serait chouette, ouais. Faut lancer le micro. Est-ce qu'en réunion d'équipe... Vous êtes la star, hein, là pour le moment, faut assumer. Hein. Oui. Est-ce qu'en réunion d'équipe, introduire l'humour, c'est pas aussi prendre le risque parfois de perdre un peu de crédibilité,
d'avoir trop de familiarité et donc avoir un peu de difficulté à imposer certaines règles de la maison, par exemple. Alors, la progressivité, si vous voulez mettre un peu plus d'humour, vous animez des réunions, vous ? Oui. Oui, voilà. Mais déjà, commencez par un petit brise-glace. Ça peut être un truc... Dans ma to-do list, je ne la connais pas par cœur, mais j'en parle un petit peu. Changer les bureaux de place, enfin l'espace. Retirer les bureaux, mettre les chaises en cercle, par exemple. Ils vont rentrer, ils vont dire « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Faire un petit PowerPoint sympathique. Je ne dis pas qu'il faut tout faire en même temps, mais des petites choses comme ça va détendre l'atmosphère. Faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, ils vont dire, tiens, il se passe un truc. Et ça peut être une réflexion sur, tiens, qu'est-ce que ça vous fait qu'on ne fasse pas comme d'habitude ? Et vous serez étonné par les réponses, quoi. Ah, c'est chouette, ça change. Ah, c'est vrai, on est un peu dans la routine. Enfin, je sais pas, et donc, faire progressif. Si vous avez envie, allez-y. Mais j'ai envie de dire, faites-le progressivement. Enfin, moi, je peux venir, hein. Daisy, elle peut venir à une réunion, hein. Ouais, faites. Non, mais... voilà, enfin... Ouais. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un problème un peu important, et il y a un peu plus près. Voilà. Donc il y avait un problème important à résoudre, et un monsieur a donné des solutions absurdes. Donc il a exprès. Oui, très bien. On a vu que c'était exprès. Magnifique. Et ça a détendu absolument toute l'atmosphère. Finalement, on a trouvé quelque chose. Voilà. Tout à fait. Mais ça, c'est dans ma to-do list. Je ne sais plus où je l'ai mis, mais ça... D'ailleurs, Daisy l'a dit à un moment donné, c'est trouver des solutions loufoques par rapport à un problème. Là, on est dans des démarches créatives, effectivement. Et alors, vous y étiez ? Ah, bon alors. On applaudit monsieur. Voilà. Et quels ont été les retours que vous avez eus ? C'est pour enregistrer. Des gens qui ont été un peu méprisants, d'autres qui ont rigolé, et finalement, d'autres se sont dit, tiens, on va tout de même trouver quelque chose. Quoi. Voilà, c'est tout. Et alors, l'atmosphère était détendue, quoi, voilà. L'atmosphère était complètement détendue. Voilà. Les plus intelligents ont compris ce que j'avais fait, les imbéciles, pas du tout, naturellement. Et voilà, donc... Quand je disais tout à l'heure de croire dans ce qu'on veut faire, voilà. Et ne pas avoir peur du ridicule. Il y en a qui n'ont pas compris, ils n'ont pas compris. Tant pis, c'est pas grave. Parce que de toute façon, si vous faites rien... si vous n'amenez pas une pratique créative, il y en a d'autres qui ne vont pas être contents. Ceux qui en ont besoin... Voilà. Donc pourquoi pas amener quelque chose de créatif ? Parce que ça va ouvrir. Et moi, je le vois plutôt via les ateliers d'impro relationnel, qu'au fur et à mesure, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans l'état d'esprit des gens. Que si on fait un one-shot, comme on dit, donc c'est-à-dire une fois, je traduis, pour ceux qui ne font pas d'anglais, donc si on fait une fois, c'est comme l'histoire le one-shot de la blague, quoi. Enfin, bon. Mais si on le fait au fur et à mesure, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, il n'y a peut-être rien qui se passera, mais en tout cas, vous aurez essayé. Moi, je suis plutôt partisane d'essayer. Si ça vous fait plaisir. Déjà, ne fût-ce que pour vous, animez vos réunions. Ne fût-ce que pour vous, vous en avez marre de la routine de vos réunions, vous voulez amener... s'il y a déjà vous qui prenez du plaisir, c'est déjà pas mal. Hein. Non, mais c'est vrai. Je suis sérieuse quand je dis ça, quoi. Et si les autres, au fur et à mesure, ils vont prendre du plaisir à vous voir prendre du plaisir, ah, tiens, c'est chouette quand même. Paf, 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 vous voyez, ça va faire effet boule de neige, quoi. Enfin, à mon sens. Hein. Alors, c'est pas qu'il y a qu'à, hein, mais n'empêche que j'aurais envie de parier, quoi. Vous voyez, j'aurais envie de dire, ben oui. S'il vous plaît, que pensez-vous des pinces sans rire? Est-ce de l'humour aussi? C'est une forme d'humour, oui. C'est une forme d'humour. Alors derrière ça, quels sont l'objectif des pinces sans rire? Voilà.
Et vous, comment vous les vivez, ces pinces sans rire? Disons qu'en général, je suis un peu comme ça, c'est pour ça que je vous le demande. Et qu'est-ce que ça a comme effet dans vos relations avec les autres, d'être pince sans rire? Dans le micro. Je n'arrive pas à rire aux éclats, c'est tout. Pardon? Je n'arrive pas à rire aux éclats. Eh ben, c'est pas obligé, hein. Non, mais il y a différentes formes de manifestations du rire. Il y en a qui ont des rires. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé sur Facebook, enfin, pour ceux qui y sont, il y a déjà un petit moment, dans une émission, je ne sais pas, genre, je ne sais plus comment c'est comme une émission, bref, et ils avaient invité tous des gens qui ont des rires bizarres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est passé. Mais c'était à pisser de rire, quoi. Avec des rires, vraiment, des rires de toutes sortes, quoi. Donc il y en a un qui rigole, donc ça faisait rire l'autre, etc. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des rires comme ça, qui sont communicatifs. Il y en a qui rigolent sous cap. Voilà. C'est pas obligé de rire aux éclats, de se plier en deux. Du moment que ça vous fasse du bien. Dis Marcel, nous ira manger une fois ensemble, hein. Avec Christine. Non, mais c'est parce que je voulais intervenir sur ce que madame avait dit. Ouais, Elle a dit une phrase très intéressante qui est si je fais de l'humour, est-ce que je ne risque pas de perdre mon crédit de chef? Et je pense que la réflexion majeure aussi, c'est que l'humour ne peut pas rentrer dans n'importe quel type de management. Si on a un management assez hiérarchisé, c'est moins facile que moi qui suis assez pour le lean management, où là on demande, on a un aspect participatif, où le chef, c'est pas le chef parce qu'il est le chef, mais c'est parce qu'il le mérite ou parce qu'il parle. Je pense que, en fonction du type de management, l'humour peut être introduit. Et tu es plus dans la tendance lean management que dans les managements encore fort hiérarchisés maintenant. Oui, je suis d'accord. Hein, ouais. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que l'humour n'est pas justement l'occasion de réfléchir au type de management qu'on a envie? Voilà. Quand tu dois être créatif, c'est évidemment l'humour ou le lean management qui peuvent faire sortir de n'importe quel cerveau des idées nouvelles. Oui. Quoi, hein. Donc on est effectivement sur des managements participatifs, collaboratifs, tout ce qu'on appelle aussi l'agilité. Hein, c'est des nouveaux modes du travail, nouvelle gouvernance, la sociocratie, l'holacratie, enfin tout ça, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est effectivement changer les structures hiérarchiques et au lieu de les faire hiérarchiques verticales, plutôt les faire horizontales. C'est pas pour autant qu'il n'y a plus de manager, mais le manager a une autre place. Et effectivement, on est dans tout ce qu'on appelle les entreprises libérées. Il y a eu quand même pas mal il y a des écrits quand même pas mal là-dessus, il y a des reportages qui ont été faits sur le bonheur au travail, des choses comme ça, et qui mettent en avant toutes ces nouvelles pratiques plutôt participatives, où on donne une autre place aux employés, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que... Alors, et pourquoi pas dans... Ouais, c'est vrai. Pourquoi pas dans celles qui sont là. Ouais, c'est plus dur. Oui. Bonjour. J'aurais voulu que vous nous en disiez un peu plus sur les interventions de Daisy dans les colloques. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un travail fait au préalable avec les intervenants? Est-ce que c'est vraiment l'idée du moment? Est-ce que vous intervenez pendant ou vous reprenez après sous forme de caricature pour ouvrir la réflexion? Enfin voilà, un petit peu. Donc quand j'interviens dans un colloque, bon, c'est une demi-journée ou une journée complète, donc avec le commanditaire, on se base sur le programme et on prévoit les moments où j'interviens. Donc, c'est après chaque conférencier, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois? C'était les 10 ans d'une plateforme intersectorielle d'associations du Sud, comment ça s'appelle? Donc vers... comment s'appelle cette région? Vers Chimay, etc. Donc ils faisaient leurs 10 ans de... Voilà. Et donc il y avait plusieurs interventions, et moi on avait prévu que j'intervienne après chaque intervention. Donc moi je prépare à l'avance, dans le sens que je me plonge un peu dans le programme, et j'ai un peu mal à l'oreille, et je me plonge un peu dans le programme, et je vois un petit peu, tiens, peut-être que là je ferai ça, enfin je verrai bien. Voilà. Et donc je prends mes objets, j'ai un grand sac, j'en ai même 3, mais j'en prends qu'un, et au moment où on a prévu, j'interviens.
Et donc donc j'improvise sur base de ce qui a été dit. Et j'interviens pas de manière sauvage, parce que pour moi c'est important de respecter quand même aussi les intervenants. Vous les rencontrez avant ? Non. Non, c'est pas nécessaire. Non mais c'est vrai, hein, on me le demande, quand les gens insistent, je dis ok, mais alors je demande que ce soit payé en plus. Parce que pour moi, franchement, c'est pas nécessaire. Alors c'est parce qu'ils ont un petit peu peur, donc j'ai remarqué ça. Hein. Donc on prend un rendez-vous, on fait une réunion avant, ok, d'accord, ben, vous payez la réunion, parce que pour moi, c'est pas nécessaire. Ils ont besoin d'être rassurés, de voir, voilà, ok, mais il n'y a pas de problème, je suis payé pour. Mais pour moi, c'est pas nécessaire. Alors, mais n'empêche, moi, mon travail avant, c'est quand même de me plonger un peu dans leurs objectifs. Je demande qu'on m'envoie l'invitation. Il y a parfois une note d'intention, je demande de la recevoir aussi, pour voir un peu dans quelle philosophie, j'ai envie de dire, ils sont, pour sentir les choses, quoi. Et puis, c'est de l'impro. Ouais. Donc ça demande vraiment, et donc c'est hyper crevant, hein. Parce que ça demande vraiment beaucoup d'écoute de ce qui se dit. Donc moi, j'essaie de ressentir ce qui me semble pour moi important et qui est une redondance aussi dans ce qui se dit. Voilà, pour amener quelque chose qui soit opportun. Parfois, ça peut être des choses. Moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir en disant que je n'ai pas compris. Donc, il y a 2-3 ans, c'était un colloque en psychiatrie. C'est sur le symptôme. Donc, le symptôme, je connais, je suis systémicienne, donc je sais ce que c'est le symptôme. Et donc, premier intervenant, voilà, ça va. Deuxième intervenant, j'ai rien compris. Et donc, j'ai quand même compris 2-3 trucs, c'est pas ça, mais voilà, j'ai pas compris. Et donc, c'était à Namur, en plein festival du film francophone de Namur. Sur la place, il y a le palais des congrès, là. Enfin, voilà. Et donc c'était ma deuxième intervention. Donc je suis arrivée avec je sais plus quoi. Et alors j'ai dit un dossier. Il dit voilà, j'ai bien reçu le casting. Hein, j'ai bien reçu le casting pour le film, mais j'ai rien compris. Les gens étaient hilars parce que eux non plus ils avaient pas compris. Et je connaissais plusieurs personnes dans la salle qui m'ont dit après on n'a pas compris non plus. Donc ça a fait du bien que tu te dises qu'on n'avait pas compris. Enfin, voilà. Donc parfois ça peut être ça. Donc je fais gaffe parce que je ne veux pas blesser non plus l'intervenant. Mais après, il est venu me remercier. C'était chouette ce que vous avez fait. Hein, bon, tant mieux. Donc, bon, voilà, c'est pas l'objectif, c'est pas de blesser. Mais par moment, c'est quand même dire si c'est ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye de ressentir ce que le public ressent, quoi. Voilà. Moi, le public, qu'est-ce que je dirais pour essayer de renvoyer ce qu'ils ont ressenti, quoi. Et si c'était incompréhensible, c'était incompréhensible. Si c'était triste, j'essaie de... Je ne vais pas me mettre à chialer, mais je vais plutôt partir de ça, par exemple. Et ouais, donc ça, j'adore. J'adore. Et parfois, qu'est-ce que j'avais fait encore récemment ? Récemment, j'ai eu 2-3 trucs. J'ai fait aussi un colloque d'une association d'infirmiers sur la démence des personnes âgées. Donc, ce n'est pas un sujet hyper frais, hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait eu encore ? Merde, du coup, j'ai oublié mon idée. Je voulais dire... Ah oui, c'est ça. Donc, il y avait tout un truc... alors, j'avais 2 idées. Je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Je les sentais ni l'une ni l'autre, quoi. Et puis, je vois... J'ai des palmes. Vous voyez, des palmes, voilà. Et alors, ils avaient parlé... Ah oui, c'est ça, parce que... Oui. Le gars c'était le dernier intervenant, le monsieur qui parlait, pardon, c'est un criminologue qui travaille à la police fédérale et il est dans le service des personnes disparues et ils ont mis tout un protocole en place pour les personnes âgées. Voilà, en collaboration avec les maisons de retraite et avec les services de soins à domicile. Et donc son truc était hyper clair. En plus, il avait refait un slide, une dia qui résumait son truc. Je dis, qu'est-ce que je vais aller faire ? Et alors, il avait parlé qu'il y avait des personnes âgées qui quand elles se perdaient, on les retrouvait parfois mortes. Il avait montré carrément des photos de cadavres et tout ça. Enfin bref, moi je voyais pas bien parce que j'étais sur le côté, que soit. Bref. Et donc, qu'il y avait des personnes âgées qui parfois, on les retrouvait noyées dans 15 cm d'eau, quoi. Voilà. Donc je suis arrivée avec mes palmes, paf, j'ai des trucs, voilà, pom, et je suis arrivée, voilà, je suis de l'équipe de sauvetage des 15 cm d'eau. Voilà, donc ça, tout le monde a rigolé. Mais je vous assure, c'était 2 secondes avant, quoi. Parce que parfois j'ai des trucs que je sens pas, et si je le sens pas, ça va pas. Voilà. Ça va pas. Il faut que ce soit... Ouais.
Voilà, bon, par exemple. Voilà. Après, je pourrais en parler des heures parce que j'adore. Et cette recherche-là, enfin, voilà, j'arrête. Laurent. Oui, en fait, je voulais revenir sur ce que disait notre ami Marcel. Vous pouvez vous saluer, hein, vous avez peut-être des connexions Marcel, professionnelles. Enchanté, Hein. bonjour. Voilà, je suis pour le réseautage. Moi. J'ai failli évidemment le chauffe Marcel, mais je l'ai posé. En fait, Marcel disait que dans une entreprise qui est très hiérarchisée, ce n'est peut-être pas possible d'avoir de l'humour. En fait, ça peut l'être. En fait, moi, ma spécialité, c'est justement le management. J'accompagne des managers et des petites entreprises et des plus grandes pour que les managers fassent des bonnes choses et qu'ils les fassent bien. Et en fait, je vois surtout l'humour, non pas comme une fin en soi, mais vraiment comme un moyen de faire du management. Donc, madame parlait de faire des réunions. Bon, vous savez, dans toutes les entreprises, qu'elles soient libérées, pas libérées, agiles, pas agiles, etc., on va continuer à faire des réunions pendant longtemps, on va continuer à engager des gens pendant longtemps, on va continuer à virer des gens pendant longtemps, on va continuer à évaluer des gens, etc., etc. Et en fait, toutes ces actions de management, ce que vous pouvez faire, c'est les faire avec humour. Et à ce moment-là, ça devient une valeur de l'entreprise, ça devient une composante, et c'est pas une fin en soi. Alors, à la limite, c'est très hiérarchisé, on est tous d'accord de faire de l'humour, ça va marcher. Par contre, dans les valeurs de l'entreprise, il n'y a pas vraiment l'humour, il n'y a pas vraiment le partage, il n'y a pas l'autodérision. Hein. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui était dirigée par beaucoup de gens de la noblesse. On ne pouvait pas toujours faire de l'autodérision. Là, c'est évidemment pas toujours possible. Et en fait, je voulais citer un petit exemple. Pour l'instant, j'accompagne une petite entreprise. Ils sont pour l'instant 3. C'est 3 geeks, hein, des férus d'informatique. Eux ont décidé de mettre dans leurs valeurs du fun. Et tout ce qu'ils font, ils le font avec du fun. Donc, chaque fois que j'ai une réunion chez eux, ils ont apporté le petit déjeuner, ou c'est moi qui apporte le petit déjeuner, ou on apporte un jus de fruits, etc. Mais il y a toujours du fun pour s'amuser un petit peu. Mais quand on montre que voilà, on a fait tel projet et que le projet, comment il a été déficitaire, on en parle de manière sérieuse, on en parle avec humour, mais on en parle et on trouve des solutions tout à fait concrètes. Oui, c'est un bel exemple aussi qu'on peut travailler sérieusement, même si on met de l'humour, quoi. C'est pas parce qu'on mange un croissant et un pain au chocolat ensemble qu'on ne fait pas quelque chose de sérieux, quoi. Tantôt, il y a quelqu'un qui avait dit... je pense aussi, par exemple, si un manager tutoie son employé, son équipe, c'est pas pour ça qu'il est pote avec, quoi. Enfin, mais ça peut rapprocher un petit peu. Alors, est-ce qu'un manager doit être hyper distant ? Non. Il garde sa place et que les autres le voient à sa place, il n'y a pas de problème. Et du coup, il y a un exemple qui me revient, ça, c'est encore plutôt d'un atelier d'impro. C'était en France, donc je ne vais pas souvent en France, mais enfin j'avais été en France, et une équipe dans l'aide à la jeunesse en France, et donc ils avaient demandé de faire 2 jours d'impro pour vraiment travailler sur la co-construction, sur la posture de l'accompagnant, sur le travail d'équipe, etc. Et il y avait la chef de l'équipe qui s'appelait Florence, par hasard. Et vous savez qu'en France, si vous ne savez pas, je vous le dis, ils se vous voient plus que nous. Hein. Nous, on passe plus vite au tutoiement qu'en France. Et donc Florence, elle tutoyait les membres de l'équipe, et les membres de l'équipe, vous voyez Florence. Et Florence, elle a fait les mêmes exercices que tout le monde, avec son équipe. Voilà. Donc dans les impros, ça se tutoyait, ou ça se voyait, ça dépendait. Et puis quand on débriefait, qu'est-ce qui se passait ? C'était de nouveau Florence, vous. Okay. Et vraiment, cette expérience-là m'a vraiment confirmé qu'un manager, s'il est bien dans sa place de manager, dans sa posture de manager, il peut faire plein de choses avec son équipe, il sera de toute façon considéré comme manager. C'est dans sa posture, c'est dans ce qui ressort de lui. Si le manager n'est pas OK avec sa place, s'il fait quelque chose de différent, effectivement, peut-être que si lui, il n'est pas bien planté, j'ai envie de dire, dans sa posture, peut-être que ça va entraîner des choses différentes. Mais si il est clair dans sa... Et ça rejoint ce que monsieur a partagé en tant qu'intervenant, votre prénom, je ne connais pas, hein, ce que vous avez dit dans le fait que vous avez assumé tout à l'heure, je parle de vous tout à l'heure quand vous avez...
que vous avez donné l'exemple là, de ce que vous aviez fait dans une équipe, dans une formation, etc. Donc, monsieur, il a assumé, ok, et le regard des autres, il s'est dit, il s'en fout. Enfin, il a assumé les choses. Donc, le manager qui est bien dans ses baskets et qui va faire quelque chose de différent, il va pas être vu comme un imbécile, il va être vu comme un manager qui assume ses choix. C'est ça que je veux dire, vous voyez ? Qu'un manager qui est bien dans ses baskets, dans ce qu'il veut, dans ses choix, mais il va être vu comme ça par son équipe, quoi. Il ne va pas être vu par tiens, c'est qui celui-là, quoi. Ben, alors, votre exemple dans l'hôpital, là, au Québec, alors c'est peut-être évidemment, je vais pas dire évidemment, mais c'est peut-être plus facile quand un manager arrive de mettre un nouveau mode de management qu'un manager, je sais pas, Marcel, c'est peut-être ton cas, qui est là depuis un petit moment et qui veut amener quelque chose de différent. C'est pas pareil, je pense. Parce que le manager qui vient, la personne extérieure qui vient, mais il vient avec, voilà, moi c'est comme ça, et c'est comme ça que j'ai envie de faire. Donc, je pense que c'est plus, enfin entre guillemets, toujours, enfin je vais mettre des nuances, mais que c'est plus facile quand on vient d'extérieur, que quand on décide de mettre des nouvelles choses en place. On vous connaît avec une certaine image, vous voulez progressivement amener une autre image, c'est moins évident, je pense. Que quand on ne vous connaît pas, vous dites « moi je suis comme ça », ah bon, ok. Mais c'est pareil pour les enseignants. Bon, moi par ailleurs je suis enseignant, pour l'instant je ne donne plus de cours, mais donc dans une haute école. Mais clairement, je veux dire, moi je sais que quand j'ai donné cours de créativité à des futurs assistants sociaux, j'assumais totalement de faire un truc totalement décalé, quoi. Et donc moi je me disais, j'étais bien content d'avoir cette image-là aussi. Donc c'est assumé aussi, je te l'ai dit, à un moment donné, et si c'était l'occasion de réfléchir à notre propre identité. Qu'est-ce qu'on a envie comme employé, qu'est-ce qu'on a envie comme prof, qu'est-ce qu'on a envie comme manager, voilà, qu'est-ce qui est important pour nous. Et si l'humour était l'occasion de réfléchir à ça et de se questionner sur ce qu'on a envie comme type de gouvernance, de management. Voilà. Est-ce que vous vous êtes déjà frotté au monde politique ? Frotter, vous voulez dire Est-ce qu'on vous avez déjà appelé au sein d'organisations politiques ? Oui, ce sont des gens qui se prennent au sérieux et bien, qui bénéficieraient. Un exemple qui me revient, mais ça remonte il y a peut-être 4-5 ans. J'ai 2 exemples. Je suis intervenue pour le écolo au Parlement bruxellois et c'était sur la 6e réforme de l'État. Donc je suis intervenue en clown. Voilà. Alors est-ce que les syndicats c'est le monde politique ? Voilà. Donc là, encore prochainement, je vais donner des ateliers d'impro pour un syndicat. Mais je réfléchis si j'ai d'autres exemples. Là, ça ne me revient pas. Donc je me suis un tout petit peu frottée, le petit doigt, on va dire. Et derrière votre question, quelle est la réflexion ? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager ? Je pense que les politiques se prennent fort au sérieux et qu'on a envie de les décoincer un peu, de partager avec eux ce que vous venez de dire. J'avais une autre question, mais qui est peut-être moins politiquement correcte. Allez-y, on est open. C'était le risque d'une certaine instrumentalisation du rire, de la greffe qu'on essaie de faire prendre, mais qui reste quand même une greffe, qui n'est pas finalement un réel partage, qui reste une instrumentalisation du rire pour obtenir une espèce de pseudo-bien-être. Voilà. Oui. Je trouve que c'est tout à fait pertinent, effectivement. Si le rire devient un instrument de l'organisation, de l'entreprise, c'est dommage, quoi. Ouais. Je continue un peu à réfléchir. Et d'un autre côté, si ça a permis, même si éventuellement, on dit que c'est la performance qui est vraiment le leitmotiv de l'organisation en mettant plus d'humour au travail, si pendant ce temps-là, les gens vivent mieux, ont plus de plaisir à venir au boulot, tant mieux. Même si c'est la performance qui est visée. Vous voyez, ok,
ici, moi, je me sens mieux dans mon organisation parce que c'est plus ludique, parce qu'il y a des lunettes que je peux mettre, qu'il y a des trucs, des machins. Enfin, vous pas? Ouais. Oui, oui. Oui, il faut arrêter. Oui, oui, il faut arrêter. Oui. Oui, oui. Ok. Oui, je pense que c'est pas si simple. Non. Se sentir bien au travail, c'est pas si simple. Non. C'est loin d'être aussi simple. On est d'accord. Oui, non, bien sûr. Non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si c'est l'organisation qui, pour des résultats, met plus d'humour au travail, même si c'est à cette fin-là, si déjà ça nous fait du bien en tant que membre de l'organisation, je dis bon, pourquoi pas, c'est plutôt ça que je veux dire. Bon. Ok, je vais quand même devoir arrêter, même si je vois qu'il y a vraiment une envie de discuter importante. Je suppose que Florence ne va pas se sauver en courant et que si vous êtes habile, vous pourrez encore lui poser en privé l'une ou l'autre question ou discuter avec elle. On a la 3e conférence de ce cycle le 4 décembre où Luc Lenz va nous parler de Au rire citoyen, des combats citoyens menés grâce à l'humour. Et donc là, on va beaucoup parler par contre d'expérience et montrer des expériences. Je ne peux que vous inviter à venir l'écouter. On aura une approche encore extrêmement différente de l'humour. Et on a aussi une conférence tout à fait exceptionnelle ce jeudi où on va parler dans cette salle. Dans les deux cas, c'est cette salle. Donc vous avez déjà un avantage notoire par rapport à tout le reste de la ville. Jeudi, on aura une conférence sur la représentation des trous noirs. Voilà, bonne soirée et merci beaucoup à Florence et à Daisy Prophète.